La pluie martelait les fenêtres du domaine de Vincenzo Marchetti, comme des balles contre l'acier, une bande-son appropriée pour l'Empire, qu'il avait bâti sur le sang, et les os brisés. À l'intérieur du vaste manoir, Arya se tenait immobile, devant le miroir orné de leur chambre, observant son reflet avec la curiosité détachée de quelqu'un observant une étrangère. Le bleu qui fleurissait sous son œil gauche avait mûri en un violet profond, et il y avait une coupure sur sa lèvre qu'elle avait cessé de prendre la peine de cacher avec du maquillage il y a des années. À quoi bon? D'ici demain, il y aurait de nouvelles marques pour remplacer les anciennes. Elle entendit ses pas dans le couloir, lourds et délibérés, et son corps se tendit involontairement. 8 ans de mariage lui avaient appris à reconnaître chaque nuance de son approche, de la façon dont d'autres femmes pourraient apprendre les chansons préférées de leur mari, ou comment il prenait son café. Arya avait appris la survie à la place. Elle pouvait dire au poids de ses pas s'il avait bu, à la vitesse de son approche, si quelqu'un l'avait mis en colère, au silence entre les bruits de pas si ce soir serait supportable ou insupportable. Vincenzo Marchetti entra dans leur chambre comme une tempête venant de la mer, tout en présence sombre et en violence à peine contenue. Ses cheveux noirs de jais étaient légèrement ébouriffés, sa veste de costume coûteuse retirée, les manches retroussées pour révéler des avant-bras saillants, de muscles, et décorés de cicatrices qui racontaient des histoires qu'il ne partagerait jamais avec elle. Non pas qu'elle veuille les connaître désormais. Ses yeux sombres la balayèrent avec l'évaluation froide d'un homme regardant une propriété plutôt qu'une personne, et elle sentit le frisson familier courir le long de sa colonne vertébrale. Il y avait eu un temps, au début, où elle avait pensé qu'il pourrait peut-être construire quelque chose de réel à partir du mariage arrangé que son père lui avait imposé. Dante Rousseau, son père, l'avait remise comme une transaction commerciale il y a 8 ans, scellant une alliance entre deux des familles du crime les plus puissantes de la ville. Le mariage avait été somptueux. Des centaines d'invités des deux familles remplissant la cathédrale, mais Arya avait eu l'impression d'assister à ses propres funérailles. Elle avait 22 ans, douce et gentille par nature, travaillant comme serveuse dans l'une des entreprises de façade légitime de son père, parce qu'elle voulait se sentir normale, ne serait-ce que quelques heures par jour. Elle servait du café et des pancakes à des gens ordinaires avec des problèmes ordinaires. Et pour ses quarts de travail, elle pouvait prétendre qu'elle n'était pas la fille d'un homme qui ordonnait des exécutions au petit déjeuner. Sa mère, Julia, était morte quand Arya avait 15 ans, emportée par un cancer qui avait rongé son corps avec une efficacité impitoyable. Dans ses derniers jours, elle avait serré la main d'Arya et chuchoté. « Sois forte, ma chérie, plus forte que je ne l'étais. Ne les laisse pas te briser. » À l'époque, Arya n'avait pas compris. Maintenant, elle comprenait trop bien. Sa mère avait été mariée à Dante Rousseau pendant 20 ans, et Arya avait vu la tristesse dans ses yeux, la façon dont elle tressaillait aux mouvements brusques, les pilules qu'elle prenait pour dormir la nuit. Les femmes Rousseau, semblait-il, étaient maudites pour épouser des monstres. Et, avant de continuer avec la suite, si vous appréciez cette histoire, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire ci-dessous, en me faisant savoir ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous, et cela nous permet de continuer à créer du contenu pour vous. Pendant la première année, Vincenzo avait été froid, mais pas cruel, distant, mais pas destructeur. Il l'avait traité avec une sorte de civilité détachée, comme un partenaire commercial avec qui il partageait occasionnellement un lit. Il avait été méthodique à propos du mariage,
l'abordant comme une autre acquisition à gérer. Ils dînaient ensemble 2 fois par semaine, toujours avec des manières parfaites et une conversation vide. Ils n'avaient jamais élevé la voix, jamais montré d'affection, mais jamais montré de violence non plus. Elle s'était dit que c'était suffisant, qu'elle pouvait faire une vie à partir de ces miettes de normalité. Puis vint la nuit qui changea tout. Elle était mariée depuis 13 mois lorsqu'elle trouva le rouge à lèvres sur son col, rouge vif et indubitable. Elle avait senti le parfum sur lui quand il était rentré, quelque chose de floral et coûteux qui n'était certainement pas le sien. La preuve avait été si flagrante, si irrespectueuse, qu'elle avait commis l'erreur catastrophique de le confronter à ce sujet. Elle se tenait dans cette même chambre, tenant sa chemise dans des mains tremblantes, quand elle lui avait demandé où il avait été. « Ça n'a pas d'importance, » avait-il dit, sa voix plate et désintéressée. « Tu es mon mari, » avait-elle répondu, sa voix se brisant. « Tu as fait des vœux. » Il avait ri alors, un son sans chaleur. « Des vœux ? Ce mariage est du business, Aria. Tu es ici pour me donner des enfants et maintenir les apparences. Ce que je fais en dehors de cette maison ne te regarde pas. Je suis ta femme, avait-elle insisté, les larmes coulant sur son visage. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi ? Sa main avait percuté son visage si vite qu'elle ne l'avait pas vu venir. Un revers qui l'avait envoyé trébucher contre la commode. Le choc avait été pire que la douleur. La réalisation soudaine que l'homme froid et contrôlé qu'elle avait épousé avait une violence tapie juste sous la surface. Et à ce moment-là, tout changea. L'homme avec qui elle pensait pouvoir construire quelque chose se révéla être quelque chose de tout à fait différent, quelque chose de monstrueux portant une peau humaine. « Ta propriété » avait-il dit, se tenant au-dessus d'elle, alors qu'elle se recroquevillait sur le sol. « Une propriété coûteuse que j'ai échangée avec ton père, mais une propriété néanmoins. Tu existes pour servir mes besoins et porter mon nom. Si jamais tu me questionnes à nouveau, si jamais tu oses défier mon autorité, je te rappellerai exactement ce que tu es. » Les passages à tabac devinrent routiniers après cela. Parfois, il avait besoin d'une raison. Elle avait parlé à tort lors d'un dîner, où la maison n'était pas assez propre, où le dîner n'était pas prêt exactement quand il le voulait. D'autres fois, sa simple existence semblait l'offenser suffisamment. Elle avait appris à se déplacer silencieusement dans le manoir, à parler doucement lorsqu'on lui adressait la parole, à anticiper ses humeurs et à s'ajuster en conséquence. Mais rien n'était jamais suffisant. Les règles changeaient constamment. Et elle ne pouvait jamais tout à fait prédire ce qui le déclencherait. 2 enfants naquirent de leur union, bien qu'Aria se souvienne à peine de la conception de l'un ou de l'autre. Vincenzo prenait ce qu'il voulait quand il le voulait, et son consentement ne faisait jamais partie de l'équation. Isabella était née la première, il y a 6 ans, une belle petite fille aux boucles sombres et aux yeux qui semblaient en voir trop, même en tant que nourrisson. Puis Marco était arrivé 2 ans plus tard, un garçon doux avec les traits forts de Vincenzo, mais rien de la cruauté de son père. C'étaient de belles âmes innocentes qui méritaient mieux que de grandir dans une maison hantée par la violence et la peur. Aria avait essayé de les protéger du pire. Elle avait appris à prendre ses coups silencieusement, à ne jamais crier, à attendre que Vincenzo parte avant de s'autoriser à s'effondrer. Elle souriait à ses enfants pendant la journée, leur lisait des histoires, jouait à des jeux avec eux dans le jardin et faisait semblant que tout était normal. Mais les enfants n'étaient pas stupides. Isabella avait commencé à faire des cauchemars quand elle avait 4 ans, se réveillant en hurlant à propos de monstres. Marco avait développé un bégaiement que le pédiatre disait lié au stress. Il savait que quelque chose n'allait pas, même s'il ne comprenait pas complètement quoi. Le personnel de maison savait aussi, bien qu'il n'en parlait jamais.
Rosa, la gouvernante qui était avec la famille depuis 20 ans, apportait parfois à Aria des poches de glace sans qu'on le lui demande, ses yeux pleins de pitié et d'impuissance. Le cuisinier, un homme âgé nommé Giuseppe, préparait la soupe préférée d'Aria les jours particulièrement mauvais. Sa façon de montrer sa solidarité sans risquer son emploi. Même le chauffeur de Vincenzo, un homme au visage de pierre nommé Lorenzo, qui était avec lui depuis une décennie, croisait parfois le regard d'Aria dans le rétroviseur avec une expression qui aurait pu être de la sympathie, mais aucun d'eux ne pouvait l'aider. Dans le monde de Vincenzo, la loyauté signifiait le silence. Quiconque interférait serait traité rapidement et définitivement. Aria avait appris cela lorsqu'une jeune femme de chambre nommée Sofia avait essayé d'appeler la police après avoir été témoin d'un passage à tabac particulièrement brutal. Sofia avait disparu le lendemain et son corps avait été retrouvé 3 semaines plus tard dans la rivière. Le message avait été clair. Les affaires de cette famille restaient entre ces murs. Ce soir avait été différent, cependant. Ce soir avait tout changé d'une manière que 8 ans d'abus accumulés n'avaient pas réussi à faire. Vincenzo était rentré à la maison dans l'une de ses humeurs noires, le genre qui signifiait que quelqu'un lui avait manqué de respect ou qu'une transaction avait mal tourné, et il avait besoin de réaffirmer sa domination. Aria l'avait entendu crier après Paolo Ricci dans le hall, son commandant en second, à propos d'une cargaison qui avait été interceptée par la famille Constantine. Des dizaines de milliers de dollars perdus et pire, l'humiliation d'être déjouée par ses rivaux. Elle avait su immédiatement que ce soir serait mauvais. Elle avait tout fait correctement, le dîner était prêt exactement comme il l'aimait. Les enfants déjà au lit, la maison immaculée. Elle s'était habillée avec soin, les cheveux tirés en arrière, un maquillage minimal, rien qui puisse être considéré comme provocateur ou insuffisant. Mais cela n'avait pas d'importance. Cela n'avait jamais d'importance. Quand Vincenzo avait besoin de blesser quelqu'un, elle était la cible la plus commode. Ils avaient traversé le dîner dans un silence tendu. Aria avait servi son vin, avait souri quand il avait parlé de ses plans de représailles contre les Constantines, avait été d'accord avec tout ce qu'il disait. Mais quand elle s'était levée pour débarrasser les assiettes, sa main avait légèrement tremblé et elle avait commis l'erreur de renverser quelques gouttes de vin sur la nappe blanche. Son poing trouva ses côtes en premier, chassant l'air de ses poumons avec une efficacité brutale. Elle avait haleté, se pliant en deux, et puis sa main avait attrapé son visage, lui fendant la lèvre. Elle était tombée contre la table à manger, renversant le centre de table, des roses et de l'eau se répandant sur le sol. Elle avait goûté le sang dans sa bouche, senti la douleur brûlante familière se répandre dans son corps et avait su qu'il valait mieux ne pas riposter. La résistance ne faisait qu'aggraver les choses, ne faisait que prolonger l'inévitable. Elle s'était recroquevillée sur elle-même, protégeant sa tête et son estomac comme elle avait appris à le faire, attendant que ça finisse. Ses coups de pied avaient été méthodiques, calculés pour faire mal, mais pas pour tuer. Il faisait cela depuis assez longtemps pour savoir exactement combien de dégâts il pouvait infliger sans l'envoyer à l'hôpital, ce qui soulèverait des questions inconfortables. Mais alors, elle avait entendu les petits pas dans l'escalier, rapides et paniqués, et son cœur s'était gelé dans sa poitrine. Isabella, sa belle et courageuse fille, aux boucles sombres et aux yeux trop vieux pour ses 6 ans, était entrée en courant dans la salle à manger. Elle avait dû entendre le vacarme, avait dû se réveiller de n'importe quel rêve que les enfants de son âge faisaient à propos de princesses ou de poneys, et venir enquêter. « Papa, arrête! Tu fais mal à maman! » Sa voix avait été perçante de terreur, et elle s'était jetée entre eux, ses petites mains poussant contre la poitrine de Vincenzo, avec toute la force que son petit corps pouvait rassembler. « Arrête !
Arrête, laisse-la tranquille. Pendant un moment, Vincenzo s'était figé, la surprise traversant ses traits. Puis son visage s'était durci en ce masque familier de rage froide, et il avait poussé Isabella de côté sans réfléchir, comme on pourrait écarter un insecte ennuyeux. La poussée n'avait pas semblé si forte, mais Isabella était petite et la cheminée en marbre était impitoyable. Elle avait trébuché en arrière, ses petits bras moulinants, essayant de retrouver son équilibre. Le temps avait semblé ralentir alors qu'Aria regardait sa fille tomber, regardait l'arrière de sa tête, heurter le coin pointu du manteau de marbre, avec un craquement écœurant qui hanterait les rêves d'Aria pour le reste de sa vie. Isabella s'était effondrée sur le sol comme une marionnette au fils coupé, et pendant un terrible moment, elle avait été complètement immobile. Le sang avait commencé à s'infiltrer de l'entaille sur sa tempe, rouge vif contre sa peau pâle, se répandant sur le carrelage blanc comme une œuvre d'art macabre. Aria avait hurlé alors, un son arraché à un endroit primal et brut, un son qu'elle ne savait pas être capable de faire. Elle avait oublié sa propre douleur, oublié Vincenzo, oublié tout, sauf sa fille, allongée immobile sur le sol. Elle avait rampé jusqu'à Isabella, rassemblant le corps inerte de sa fille dans ses bras, vérifiant sa respiration, un pouls, n'importe quel signe de vie. « Isabella, bébé, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Maman est là, maman est là. » Les mots étaient sortis en une litanie désespérée, des prières à des dieux en qui elle avait cessé de croire il y a des années. Vincenzo était resté là, respirant fort, ses poings toujours serrés. Juste un instant, elle avait vu quelque chose vaciller sur son visage, quelque chose qui aurait pu être du regret ou de l'horreur. Sa bouche s'était ouverte comme pour parler, et sa main s'était tendue vers sa fille. Mais ensuite, le masque s'était remis en place, et il s'était redressé, lissant sa chemise avec une précision mécanique. Elle n'aurait pas dû interférer, avait-il dit, sa voix plate et sans émotion, comme s'il commentait la météo. C'est entre toi et moi. Elle doit apprendre sa place. Puis il était sorti de la pièce comme si de rien n'était, ses pas résonnant dans le couloir, laissant Aria seule avec sa fille, qui saignait, et ses illusions brisées. Isabella avait commencé à respirer plus régulièrement après un moment, et Aria avait ressenti un soulagement si intense qu'il lui avait donné le vertige. Mais la petite fille ne s'était pas réveillée, et le sang ne s'arrêtait pas de couler. Aria avait déchiré une partie de sa robe pour appuyer contre la blessure, avait hurlé pour Rosa, pour n'importe qui, et en quelques minutes, la maison avait été plongée dans le chaos. Le docteur Carlyle était arrivé dans l'heure, un homme nerveux, aux mains perpétuellement tremblantes, qui était sur la liste de paye de Vincenzo depuis des années. Il avait examiné Isabella avec l'attention prudente de quelqu'un qui savait que l'échec n'était pas une option dans cette maison, tandis qu'Aria se tenait à côté, toujours couverte de son propre sang et de celui de sa fille, observant chaque mouvement qu'il faisait. « Commotion cérébrale », avait-il finalement dit, la voix serrée, et elle aura besoin de pointes de suture pour l'entaille. Mais elle va s'en sortir, Madame Marchetti. Les enfants sont résilients. Il avait cousu 6 points nets sur la petite tête d'Isabella pendant qu'Aria tenait sa main, et finalement, les yeux de sa fille s'étaient ouverts, confus et effrayés. « Maman » avait-elle chuchoté, et Aria avait éclaté en sanglots, pressant des baisers sur chaque partie du visage de sa fille, qui n'était pas blessée. « Je suis là, bébé. Maman est là. Tu vas aller bien ?» Marco avait dormi pendant tout l'incident, heureusement inconscient dans sa chambre à l'étage, et Aria avait été reconnaissante pour cette petite miséricorde. Au moins un de ses enfants avait été épargné par ce cauchemar. Mais Aria n'allait pas bien.
Alors qu'elle était assise au chevet d'Isabella cette nuit-là, regardant sa fille dormir d'un sommeil agité, une main serrant son lapin en peluche préféré, quelque chose de fondamental avait changé en elle. Elle avait regardé cette petite enfant innocente qui avait été blessée en essayant de protéger sa mère, et elle avait réalisé que rien de ce qu'elle avait enduré ces 7 dernières années n'importait. Pas les coups, pas l'humiliation, pas la lente érosion de son esprit. Ce qui importait, c'était que sa fille s'était jetée en danger parce qu'elle pensait qu'il était normal de devoir sauver sa mère de son père. Ce qui importait, c'était que Marco développait un bégaiement à cause du stress de vivre dans cette maison. Ce qui importait, c'était que ses enfants étaient empoisonnés par la violence qui les entourait, et si elle ne faisait rien, ils grandiraient en pensant que c'était ça l'amour. La femme douce et effacée qui avait essayé de tirer le meilleur parti d'une situation impossible était morte à ce moment-là. Ce qui restait était quelque chose de plus dur, quelque chose capable de choses terribles, quelque chose forgé dans le creuset du désespoir d'une mère. Elle avait embrassé le front d'Isabella, lissé ses boucles sombres, et fait une promesse dans l'obscurité de cette chambre. Elle protégerait ses enfants, peu importe le prix, peu importe ce qu'elle devait devenir, elle ne pouvait pas partir. Elle l'avait envisagé 1000 fois au fil des ans, avait même fait des plans 1 ou 2 fois, mais c'était impossible. Vincenzo la traquerait, et il la tuerait pour le manque de respect d'avoir essayé de s'échapper. Son ego ne pouvait tolérer une telle humiliation publique. Pire, il pourrait blesser les enfants pour la punir, pourrait les lui enlever entièrement. Elle avait entendu les histoires de ce qui arrivait aux femmes qui tentaient de fuir des hommes comme Vincenzo. Leur corps n'était jamais retrouvé, mais tout le monde savait ce qui leur était arrivé. Son père ne l'aiderait pas non plus. Dante Rousseau ne croyait pas au divorce, ne croyait pas à la faiblesse, et ne croyait certainement pas que la souffrance de sa fille était plus importante que l'alliance commerciale que son mariage représentait. Elle l'avait appelé une fois, 2 ans après le mariage, sanglotant au téléphone à propos du traitement que lui infligeait Vincenzo. Il l'avait écoutée en silence, et puis il avait dit « Tu as fait ton lit, Aria, maintenant couche-toi dedans. Cette alliance vaut plus que tes sentiments meurtris. » Puis il avait raccroché, et elle ne l'avait plus jamais appelé. Non, partir n'était pas une option, mais rester ne devait pas signifier endurer. Il y avait une 3e voie, une qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant parce qu'elle avait été trop douce, trop gentille, trop faible. Mais elle n'était plus faible. Le sang d'Isabella sur le sol avait brûlé cette faiblesse hors d'elle. Le lendemain matin, Aria s'était réveillée avec une clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le soleil traversait les fenêtres, et elle s'était sentie étrangement plus légère, comme si un poids qu'elle portait depuis des années avait enfin été soulevé. Elle avait préparé le petit déjeuner, préparé les enfants pour l'école avec un soin particulier, souriant à Isabella et s'assurant que sa fille sache que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute. Elle avait embrassé les joues de Marco et lui avait dit qu'elle l'aimait jusqu'à ce qu'il glousse et se tortille pour s'échapper. Quand Vincenzo était descendu, elle lui avait souri et n'avait rien dit sur la nuit précédente. Elle avait versé son café exactement comme il l'aimait, avait posé des questions sur ses projets pour la journée, avec un intérêt qui semblait authentique, avait touché son épaule doucement quand elle était passée derrière sa chaise. Il avait semblé surpris par son calme, peut-être même impressionné. Au cours des semaines suivantes, elle était devenue l'image de l'épouse obéissante. Elle avait cessé de tressaillir quand il élevait la voix, cessé de pleurer quand il la frappait, cessé de montrer toute émotion au-delà d'une conformité sereine. Elle avait anticipé ses besoins avant qu'il ne les exprime, était d'accord avec ses opinions sur tout, louait ses décisions devant ses hommes. Pour tous ceux qui regardaient,
Il semblait que Vincenzo avait finalement réussi à briser complètement son esprit, que l'incident avec Isabella lui avait appris une fois pour toutes à accepter sa place. Mais Aria n'avait pas été brisée. Elle planifiait. Elle avait commencé petit, rassemblant des informations avec la patience de quelqu'un qui comprenait que se précipiter signifierait la mort. Le bureau de Vincenzo était dans l'aile est du manoir, une pièce dans laquelle il lui avait interdit d'entrer pendant tout leur mariage. Mais il était devenu complaisant dans sa victoire sur elle, et il n'avait jamais pris la peine de cacher des choses auparavant parce qu'il la considérait trop stupide et trop effrayée pour être une menace. Son arrogance était devenue sa faiblesse. Elle avait commencé à se glisser dans son bureau quand il était parti, mémorisant tout ce qu'elle voyait, les calendriers d'expédition écrits de sa main distinctive, les noms des associés griffonnés dans les marges, les dossiers financiers qui détaillaient chaque opération illégale qu'il dirigeait. Elle avait photographié des documents avec un téléphone jetable qu'elle avait acheté avec de l'argent liquide provenant de l'argent des courses, puis remis le tout exactement comme elle l'avait trouvé. Elle avait appris la structure de son organisation, qui rendait compte à qui, où l'argent coulait, quelles opérations étaient les plus rentables. Elle avait prêté attention quand ses hommes venaient à la maison pour des réunions, leur servant des boissons et des cigares avec un sourire docile, pendant qu'elle retenait tout ce qu'ils disaient quand ils pensaient qu'elle n'écoutait pas. Une jolie femme obéissante se déplaçant à travers les pièces aurait tout aussi bien pu être meuble pour toute l'attention qu'il lui prêtait. 3 mois après l'accident d'Isabella, Aria avait pris contact avec la famille Constantine, les rivaux les plus dangereux de Vincenzo. Cela avait demandé une planification minutieuse. Elle ne pouvait pas risquer d'appeler depuis la maison ou d'utiliser un appareil que Vincenzo pourrait surveiller. Au lieu de cela, elle avait commencé à faire des promenades le matin, après que les enfants soient partis à l'école, prétendant qu'elle avait besoin d'air frais et d'exercice pour se vider la tête. Vincenzo avait approuvé, avait même semblé content. Il aimait l'idée que sa femme garde la ligne, restant attirante pour lui. Il n'avait jamais soupçonné que sa propriété planifiait son meurtre. Lors d'une de ses promenades, elle s'était glissée dans un petit cybercafé à 3 miles du domaine et avait envoyé un email crypté à une adresse qu'elle avait trouvée dans les fichiers de Vincenzo, une adresse associée à Nicolas Constantine, le chef impitoyable de l'organisation rivale. Ses mains tremblaient alors qu'elle tapait, sachant que ce message pouvait signifier sa mort s'il tombait entre de mauvaises mains. Mais elle était au-delà de la peur à ce moment-là, opérant dans un lieu de certitude froide. Le message avait été simple. « J'ai des informations sur les opérations de Marchetti. Je veux faire un marché. » La réponse était arrivée en quelques heures. Preuve d'abord, confiance plus tard. Aria avait fourni des preuves. Pas tout, mais assez. Des calendriers d'expédition pour les 2 semaines suivantes, des noms de fonctionnaires corrompus sur la liste de paie de Vincenzo, les emplacements de 3 planques que la famille Constantine essayait de trouver depuis des années. Assez pour prouver qu'elle était légitime, mais pas assez pour tout donner. Elle avait besoin qu'ils aient faim, besoin qu'ils voient la valeur de la garder en vie et coopérative. La famille Constantine avait mordu à l'hameçon. Une réunion avait été organisée dans un lieu neutre, un entrepôt à la périphérie de la ville qui n'appartenait à aucune des 2 familles. Aria avait dit à Vincenzo qu'elle allait chez son père pour le déjeuner, et il l'avait renvoyée d'un geste de la main sans intérêt. Le chauffeur, Lorenzo, l'avait déposée au domaine de Dante, et elle s'était glissée par l'entrée arrière, prenant un taxi jusqu'à l'entrepôt. Son cœur battait la chamade alors qu'elle entrait dans ce vaste espace vide, résonnant de ses pas. Elle portait des lunettes de soleil pour cacher le bleu frais sous son œil, s'était habillée en noir, n'avait rien emporté d'autre que le téléphone jetable et son courage.
Nicolas et Constantine avaient été plus jeunes qu'elle ne l'avait prévu, peut-être 35 ans, avec des traits acérés et des yeux gris froids qui l'évaluaient comme si elle était une pièce d'échec dont il calculait la valeur. Il était habillé de manière coûteuse mais décontractée, irradiant le genre de confiance qui venait du fait de savoir qu'il était la personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce. Sa sœur, Katia, était là aussi. Une femme aux cheveux blonds glacés, tirée en une queue de cheval sévère, et une réputation d'être aussi mortelle que n'importe quel homme de leur organisation. Elle était belle d'une manière dangereuse, comme un couteau enveloppé dans de la soie. 2 gardes du corps les flanquaient, silencieux et menaçants, les mains reposant près d'armes, qu'Aria faisait semblant de ne pas voir. « Tu es la femme de Marchetti », avait dit Nikolai, pas une question mais une affirmation. Son anglais avait été parfait, avec juste un soupçon d'accent qui suggérait un héritage russe. « Pourquoi devrais-je te faire confiance ?»« Parce que je veux qu'il meure », avait répondu Aria, sa voix stable malgré la peur qui courait dans ses veines. Elle avait retiré ses lunettes de soleil, les laissant voir le bleu, et je suis prête à vous donner tout ce dont vous avez besoin pour que cela arrive. Katia avait ri, un son tranchant sans humour. Pourquoi a-t-il blessé tes sentiments? T'as trompé? C'est la mafia, princesse. Nous n'aidons pas les femmes avec des sentiments blessés. Il m'a battue pendant 7 ans, avait dit Aria platement, tirant sur le col de son manteau pour révéler les ecchymoses qui marbraient encore sa clavicule. Violette, jaune et verte à divers stades de guérison. Il a envoyé ma fille de 6 ans à l'hôpital parce qu'elle a essayé de me protéger de lui. Il élève mes enfants pour qu'ils pensent que la violence est de l'amour. Je veux qu'il meure. Et en échange, je vous donnerai accès à toute son opération. Itinéraire, horaire, contact, dossier financier, tout. Après qu'il soit parti, je prends la direction de son organisation et vous obtenez des accords commerciaux favorables, le territoire que vous vouliez depuis des années, et un allié au lieu d'un ennemi. Nicolas l'avait étudié pendant un long moment, ses yeux froids voyant bien plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Puis il avait souri. Un prédateur reconnaissant un autre prédateur. « Tu es plus intéressante que je ne m'y attendais. Mais si tu nous trahis, si c'est un piège élaboré, je te tuerai toi et tes enfants. » Lentement. Il s'était serré la main là-dessus, les mains de Nicolas fortes et sèches contre les siennes. Et le partenariat avait commencé. Au cours des 6 mois suivants, Aria avait fourni des informations à la famille Constantine avec une précision méticuleuse. Chaque mouvement que faisait Vincenzo, chaque affaire qu'il concluait, chaque faiblesse de sa sécurité, elle rapportait tout via des boîtes aux lettres mortes et des messages cryptés. Elle avait été prudente, ne prenant jamais de risques inutiles, ne faisant jamais rien qui puisse éveiller les soupçons. Elle avait maintenu son rôle d'épouse obéissante parfaite, réchauffant son lit quand il l'exigeait avec une conformité vide, organisant des dîners pour ses associés avec un sourire gracieux, élevant leurs enfants tout en planifiant la mort de leur père avec un calcul froid. La partie la plus difficile avait été de falsifier les documents. Vincenzo gardait un testament dans son coffre-fort privé, un document qu'elle avait trouvé une nuit où il avait été trop ivre pour se rappeler de le verrouiller correctement. Le testament laissait tout son empire à Paolo Ricci, son commandant en second, avec des instructions pour que l'argent soit détenu en fiducie pour les enfants jusqu'à leur majorité. Aria se serait retrouvée sans rien, dépendante de la charité de Paolo, probablement dotée d'une petite allocation et renvoyée vivre dans l'obscurité. Cela ne pouvait pas arriver. Elle avait dû apprendre à crocheter des serrures, à falsifier des signatures, à recréer des documents juridiques qui passeraient mon inspection. Elle avait regardé des vidéos YouTube tard le soir, quand Vincenzo s'était évanoui ivre,
s'était exercée sur des bouts de papier qu'elle brûlait immédiatement après dans la cheminée. Elle avait acheté des livres sur la falsification dans des magasins d'occasion, payant en espèces et donnant de faux noms. Cela avait pris des mois de pratique, des centaines de tentatives ratées, mais finalement, elle avait réussi à remplacer son testament par un qui laissait tout à elle, son épouse bien-aimée, qui honorerait sûrement son héritage et élèverait leurs enfants pour qu'ils prennent leur place légitime dans l'organisation. La falsification avait été parfaite, jusqu'au filigrane sur le papier et au tampon du notaire. Elle avait même réussi à obtenir de Gerald Hutchins, l'avocat de Vincenzo, qu'il antidate ses dossiers en lui offrant un pot de vin substantiel et du matériel de chantage délicat qu'elle avait accumulé sur ses dettes de jeu. Gerald avait été étonnamment facile à manipuler une fois qu'elle avait compris que sa loyauté allait à l'argent, pas à une personne en particulier. La nuit de l'embuscade, Vincenzo avait été d'une humeur inhabituellement bonne. Une cargaison d'armes était passée sans complication et il avait réalisé un profit important. Il lui avait même souri à travers la table du dîner, une expression rare qui aurait pu signifier quelque chose autrefois, mais qui ne lui faisait plus penser qu'à un requin montrant ses dents avant d'attaquer. Elle avait souri en retour, avait versé son vin avec des mains stables, avait joué son rôle parfaitement. « J'ai une réunion ce soir, lui avait-il dit, coupant dans son steak avec des mouvements précis, une cargaison tardive arrivant des quais. Je devrais être de retour vers minuit. Sois prudent, avait-elle dit, touchant sa main doucement. Elle n'avait rien ressenti, pas de regret, pas d'hésitation, juste la froide certitude du but. Je t'attendrai. Il avait vraiment semblé content de cela, avait serré sa main en retour. Bonne fille, avait-il dit, comme si elle était un chien qui avait appris un nouveau tour. Paolo Ricci attendait dans le hall, ainsi que 3 autres hommes du cercle intime de Vincenzo, Marco Salvo, un homme de main brutale qui avait brisé plus d'os qu'Aria ne pouvait compter, Antonio Bianchi, un stratège à l'esprit vif qui planifiait la plupart des opérations de Vincenzo, et le jeune Tommy Di Marco, au visage frais et impatient de faire ses preuves. Ils étaient tous fidèles à Vincenzo depuis des années, et ils mourraient tous avec lui ce soir. Aria s'était assurée que la famille Constantine sache exactement qui serait dans la voiture, où ils iraient et quel itinéraire ils prendraient. Il y avait un endroit où l'embuscade aurait lieu. Elle l'avait même suggéré à Vincenzo il y a des semaines, mentionnant avec désinvolture que c'était plus rapide que son itinéraire habituel et évitait les contrôles de police qui avaient surgi ces derniers temps. Il avait commencé à l'utiliser sans se demander d'où venait la suggestion, l'avait même félicité pour avoir pensé à sa sécurité. L'ironie aurait été drôle si tout n'était pas si terrible. Après son départ, Aria avait effectué les gestes de sa routine du soir avec une précision mécanique. Elle avait vérifié les enfants, leur lisant à tous les deux une histoire et les bordant avec des baisers sur le front. Isabella l'avait serré fort, les points de suture sur sa tempe en grande partie guéris maintenant, mais toujours visibles. « Je t'aime, maman », avait-elle chuchoté. Plus peur. Marco était déjà à moitié endormi, serrant son camion-jouet préféré. Elle avait embrassé son front, respiré l'odeur de savon et de soleil de son petit garçon, et s'était promis qu'elle faisait ça pour eux, pour leur donner une vie où ils n'auraient pas à avoir peur dans leur propre maison. Puis elle était descendue, s'était versé un verre de bourbon coûteux de la collection de Vincenzo, et avait attendu. Elle s'était assise dans le salon, lumière éteinte, regardant l'horloge avancer vers minuit. Ses mains avaient été stables, sa respiration calme. Elle avait eu l'impression de flotter quelque part hors de son corps, regardant une étrangère se préparer à des nouvelles qui changeraient tout. L'appel était arrivé à 11h43. Son téléphone s'était allumé avec un numéro inconnu,
et elle l'avait laissé sonner 3 fois avant de répondre. « Madame Marchetti ?» C'était Tommy, sa voix tremblant tellement qu'elle pouvait à peine le comprendre. Il suivait dans une deuxième voiture avec des fournitures, avait regardé tout se passer. « Madame Marchetti, il y a eu une attaque. Ils sont sortis de nulle part, au moins 6 voitures, mitrailleuses. Ils ont encerclé la voiture et ont juste ouvert le feu. La voiture, elle a juste disparu. Ils sont tous morts. Monsieur Marchetti, Paolo, Marco, Antonio, ils sont tous morts. Le patron est mort. » Aria avait laissé le téléphone glisser de ses doigts, avait laissé échapper un cri qui avait fait accourir le personnel de maison de leur quartier. Elle s'était effondrée de manière convaincante sur ses genoux, avait sangloté dans ses mains avec des sons qui auraient pu être du chagrin, ou auraient pu être du soulagement, ou auraient pu être quelque chose de plus compliqué que l'un ou l'autre. Rosa était arrivée en courant dans sa chemise de nuit, avait essayé de la réconforter, l'avait tenue pendant qu'elle tremblait. « Non, non, non !» avait gémi Aria. « Pas Vincenzo, s'il te plaît, Dieu, pas Vincenzo. » Les mensonges étaient venus facilement, lubrifiés par des années de pratique à faire semblant. Elle avait joué la veuve dévastée parfaitement parce qu'elle avait passé des mois à répéter ce moment dans son esprit. Elle avait su exactement comment elle bougerait, ce qu'elle dirait, comment elle sonnerait. Elle avait étudié le chagrin comme d'autres étudiaient pour des examens, avait regardé des vidéos de conjoints endeuillés, avait mémorisé les gestes et les expressions de la perte. Lorsque la police était arrivée 1 heure plus tard, elle avait été assez calme pour répondre aux questions, alors que les larmes coulaient sur son visage. Avait décrit Vincenzo comme un mari et un père aimant, avait insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune idée de qui pourrait vouloir lui faire du mal. Les funérailles avaient été massives, des centaines de personnes des 2 familles remplissant l'église. Aria avait porté du prada noir et un voile, s'était tenue entre ses enfants en leur tenant la main, avait accepté les condoléances avec la grâce appropriée. Isabella avait pleuré, confuse par le spectacle et sentant la tension de sa mère. Marco avait été trop jeune pour vraiment comprendre, avait surtout été préoccupé par la foule et le bruit. Dante Rousseau l'avait tiré à part après le service, son visage buriné sombre. C'était les Constantine, avait-il dit. Je sais que c'était eux. Nous devrions riposter. Non, avait dit Aria fermement. Je ne veux pas plus d'effusion de sang. Je ne veux pas que mes enfants grandissent avec cette violence. Vincenzo aurait voulu la paix, voulu la stabilité pour son empire. Son père l'avait regardée bizarrement, comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu as changé, avait-il dit. « J'ai grandi, avait-elle répondu. Enfin. Les jours suivant la mort de Vincenzo avaient été le chaos. Son organisation avait été dans la tourmente, divers lieutenants essayant de prendre le pouvoir, tout le monde soupçonnant tout le monde d'avoir orchestré le coup. La famille Constantine avait été les suspects évidents, et plusieurs des hommes de Vincenzo avaient voulu des représailles immédiates, 100% à l'ancienne. Mais alors, Aria avait convoqué une réunion de tous les membres seniors, s'était tenue devant 30 criminels endurcis et avait présenté le testament de Vincenzo. « Mon mari m'a tout laissé », avait-elle annoncé, debout à la tête de la table de conférence, comme dans le bureau de Vincenzo, portant du noir et ressemblant en tout point à la veuve éplorée. Sa voix avait été forte, inébranlable. Son empire, ses entreprises, ses actifs, tout. Et j'ai l'intention d'honorer son héritage en poursuivant son travail. Il y avait eu de l'indignation, bien sûr. Le cousin de Paolo, un homme nommé Salvatore, s'était levé en bafouillant à propos de la tradition et du respect. Plusieurs autres avaient marmonné que les femmes n'avaient pas leur place dans ce business. Mais Paolo lui-même était mort, incapable de contester le testament ou de rallier des partisans.
C'est insensé, avait dit Luca, le frère d'Antonio. Marchetti n'aurait jamais. Mon mari me faisait confiance, l'avait interrompu Aria, sa voix coupant à travers le bruit. Il m'a tout appris sur ses opérations. Il savait que j'étais assez intelligente, assez forte pour continuer son travail. Êtes-vous en train de dire que le jugement de mon mari était mauvais? Êtes-vous en train de remettre en question sa sagesse? Cela les avait fait taire. Remettre en question les décisions de Vincenzo, même après sa mort, était un terrain dangereux. Gerald Hutchins avait confirmé l'authenticité du testament, se tenant à côté d'Aria, l'air nerveux mais résolu. Le document était légal, dûment notarié, impossible à contester sans preuve de falsification. Et personne n'avait aucune preuve. Certains hommes avaient encore refusé d'accepter son leadership. Il y avait eu des grognements, des conversations chuchotées dans les coins sombres, des plans en train d'être faits. Mais Aria avait anticipé cela. Elle avait appris de Vincenzo, avait absorbé ses leçons sur le pouvoir et la peur même, alors qu'il les utilisait contre elle. Salvatore Ricci avait été retrouvé mort dans son appartement 3 jours plus tard, un suicide apparent, une arme à la main et une note avouant des dettes de jeu qui l'auraient ruiné. Luca Bianchi avait disparu une semaine après cela, et quand son corps avait fait surface dans le port, il avait été clair qu'il avait été torturé avant de mourir. La famille Constantine avait été heureuse d'aider à éliminer la résistance en échange des territoires qu'on leur avait promis. Aria avait envoyé des fleurs aux 2 funérailles avec des cartes exprimant ses profondes condoléances. Le message avait été reçu clairement dans toute l'organisation. Ceux qui se tenaient avec elle prospéreraient. Ceux qui s'opposaient à elle mourraient. C'était la même leçon que Vincenzo avait enseignée à tout le monde. Mais elle avait appris à l'appliquer plus efficacement. La famille Constantine avait honoré son accord complètement. Katia était même venue aux funérailles, offrant ses condoléances avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ils s'étaient rencontrés en privé par la suite, dans une pièce privée à l'église, finalisant les termes de leur alliance, pendant que les personnes en deuil se rassemblaient dans les autres pièces. « Tu as bien fait, » avait dit Nikolai, « mieux que ce à quoi je m'attendais. »« J'avais une bonne motivation, » avait répondu Aria. « Souvenez-vous juste de notre accord. Vous nous donnez les quais de l'Est et les itinéraires d'expédition dont nous avons discuté. Nous vous donnons soutien et légitimité. Et vous laisserez ma famille tranquille, » avait ajouté Aria. « Mes enfants grandissent en sécurité ?» C'était le marché, avait confirmé Nikolai d'un hochement de tête. « Tes enfants n'auront jamais raison de nous craindre. » Aria leur avait donné le territoire qu'ils voulaient, les routes commerciales qui avaient été disputées pendant des années, et en échange, ils avaient soutenu sa prétention au leadership et fourni des muscles quand elle en avait eu besoin pour consolider son pouvoir. En 3 mois, Aria Marchetti contrôlait l'une des organisations criminelles les plus puissantes de la ville, et personne n'osait remettre en question son autorité 2 fois. Maintenant, 6 mois après la mort de Vincenzo, debout dans le manoir qui avait été sa prison pendant 8 ans, Aria regardait les lumières de la ville scintiller au loin et ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis si longtemps qu'elle avait presque oublié la sensation. La liberté. Elle portait une robe noire qui épousait sa silhouette, ses cheveux tombant sur ses épaules, ses ecchymoses enfin effacés et guéris. Dans sa main se trouvait un verre de vin, un millésime coûteux de la cave dont Vincenzo avait été si fier. Elle leva son verre vers la pièce vide, vers le fantôme de l'homme qui avait essayé de la briser et l'avait au contraire forgée en quelque chose d'incassable. « Merci, Vincenzo, » dit-elle doucement, sa voix résonnant dans le silence, pour m'avoir appris que la seule personne sur qui je pouvais compter était moi-même, pour m'avoir montré que parfois
La seule façon de survivre est de devenir plus impitoyable que ses ennemis, que ses... Elle but profondément, savourant le goût, savourant la victoire. La pluie avait cessé il y a des heures, et la lune émergeait de derrière les nuages, projetant une lumière argentée sur le terrain de son domaine. Son domaine maintenant, son empire, son avenir. Arya Marchetti, autrefois une serveuse douce qui avait été vendue en mariage comme du bétail, était maintenant la reine d'un empire bâti sur le sang et les secrets. Elle s'était extirpée de son statut de victime et avait saisi le pouvoir à deux mains. La fille à la voix douce, que son père avait troquée, était morte, enterrée aux côtés du mari qui l'avait créée. À sa place se tenait quelque chose forgé dans le feu, la douleur et la terrible nécessité, une mère qui protégerait ses enfants avec une force létale, une veuve qui avait orchestré la mort de son mari avec une précision froide, et une reine de la mafia qui avait prouvé que sous-estimer les femmes était la dernière erreur que Vincenzo Marchetti ferait jamais. Elle sourit à son reflet dans la fenêtre assombrie, et la femme qui lui sourit en retour était quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine, mais qu'elle respectait absolument. Elle avait survécu, elle avait gagné, et elle ne reviendrait jamais en arrière pour avoir peur à nouveau. Le jeu était terminé, et Arya avait réclamé sa couronne. Longue vie à la reine.